Connaître les coûts supportés par les CIO en cas de défaillance de leur entreprise est important. Car si ces coûts sont élevés, on peut craindre qu'ils modifient en conséquence antérieurement leur comportement. Par exemple, ils peuvent être conduits à éviter tout investissement risqué, même si ce dernier est créateur de valeur actionnariale. Les actionnaires sont alors manifestement pénalisés. Egbo, Thornburn et Wang mettent en œuvre, dans un article publié dans le Journal Financial Economics, une mesure des coûts supportés par les CIO en cas de défaillance. Cette étude prend non seulement en compte les pertes directes qu'ils subissent en revenus et capital, mais aussi la dévalorisation occasionnée sur le marché du travail. Pour tester ces hypothèses, ces auteurs exploitent un échantillon de 322 entreprises américaines cotées en bourse et ayant eu recours à la procédure dite du chapitre 11 entre 1986 et 2007. L'identification des cas de défaillance provient de la base du professeur Lupke de UCLA. Seules les sociétés ayant plus de 100 millions de dollars d'actifs et dont les cas ont été résolus en 2010 ont été retenus. Ces sociétés sont observées entre 3 ans avant le dépôt de la procédure et 1 an après, quand elles ont survécu. Au total, l'échantillon contient 1899 observations firme année. Les données concernant les compensations reçues par les CIO ont été collectées à la main à partir des documents dits 10-Ks disponibles auprès de la SEC. Pour apprécier les pertes de revenus supportées par les CIO lors des défaillances, les auteurs ont mesuré avant et après leur rémunération totale. Avant, il s'agit des sommes directement observées. Après, 4 types de situations ont été identifiées. Si le CEO est resté CEO dans la même firme ou dans une autre firme cotée en bourse, alors la somme a pu encore être observée dans les documents 10-K. Mais si l'ancien CEO devient CEO d'une société non cotée, l'estimation est beaucoup plus délicate. Les auteurs procèdent alors à une mesure de la rémunération pour une société comparable cotée en bourse et appliquent ensuite à cette somme un escompte de 20% pour tenir compte de la différence de situation. Si le CEO n'est plus dirigeant, 3 cas sont fournis. S'il est cadre non exécutif, une estimation est produite à partir des rémunérations observées dans des firmes de taille comparable. S'il est consultant, un montant forfaitaire de 500 000 $ annuels est retenu. Enfin, en cas d'inactivité, le montant est alors supposé nul. 2 mesures de changement sont proposées. D'une part, la différence entre la moyenne des rémunérations 2 ans avant et 2 ans après la défaillance. D'autre part, la somme des valeurs actuelles de ces changements, ceci en usant d'un taux d'actualisation de 10% et en se projetant jusqu'à l'âge de 65 ans pour le CEO, est alors estimée. Un modèle de régression logistique, dit polytomique, est utilisé pour estimer le rapport entre la probabilité d'occurrence, soit d'un nouveau poste de CEO, soit d'une perte de poste de CEO, par rapport à la probabilité de rester dans la situation de base, c'est-à-dire l'absence de changement. 3 vecteurs de variables explicatives sont introduits. L'un pour le dirigeant, âge, le fait qu'il soit fondateur ou non, etc. Le second pour la firme, taille, rentabilité, levier. Et le troisième pour le type de défaillance,
réarrangée, impliquant une fraude, etc. Dans un second modèle de régression par quantile, la variable dépendante est l'une des mesures de l'importance du changement dans les rémunérations. 3 vecteurs de variables explicatives sont introduits pour le dirigeant, pour la firme et pour le type de défaillance. À l'aide de ces estimations, Egbo, Thornburn et Wang mettent en évidence une fréquence élevée de départ, 86%, qui est d'autant plus forte que la performance de la firme est faible. L'âge du CIO élevé, sa participation au capital modeste et qu'un cas de fraude a pu être relevé. De même, ils mettent en exergue que les CIO qui ont quitté leur entreprise lors d'une défaillance sont amenés très fréquemment à sortir du marché des CIO, du moins pour 79% d'entre eux. 43% cessant même de travailler. Le phénomène est particulièrement marqué dans les secteurs en difficulté. Pour tous ces nombreux CIO ne retrouvant pas de poste de dirigeant, le coût est élevé, estimé à 5 fois leur revenu avant le départ. Pour ceux qui ont pu conserver leur poste ou ont retrouvé un poste de CIO dans une autre firme, il n'y a pas de diminution significative de rémunération. Notons cependant que les CIO subissent de lourdes pertes avant la déclaration de la procédure dite du chapitre 11, du fait de la chute forte de valeur des actions qu'ils détiennent. Enfin, les CIO qui ont quitté leurs fonctions obtenaient auparavant des rémunérations plus élevées que leurs successeurs. Ceci est vrai aussi bien pour les CIO fondateurs que pour les non-fondateurs. Mais, comme ceux qui retrouvent un poste de CIO conservent leur rémunération, ceci semblerait accréditer la thèse selon laquelle ces CIO tirent une rente du fait de leur qualité professionnelle et de leur expertise.